la suite de la... Donc, nous allons continuer le chapitre 1 de ce cours, qui est le chimie minérale descriptive. Donc, dans la séance passée, nous avons vu un petit peu une brève description de la structure de la matière. Nous avons également effectué une visite des tableaux périodiques. Et ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est que les éléments des tableaux périodiques, ils sont regroupés par famille, donc en fonction de leur structure électronique. Pourquoi? Parce que si je prends une famille, ça veut dire un groupe. Ce groupe d'éléments, donc ce sont les colonnes des tableaux périodiques, ce groupe d'éléments présente plus ou moins les mêmes propriétés physico-chimiques. Et pourquoi? Parce que ce groupe d'éléments, il a les mêmes configurations électroniques. Et donc, cette configuration électronique, il varie, on a vu qu'il varie périodiquement suivant l'augmentation du numéro atomique Z. Et donc, s'il varie périodiquement, ça veut dire que même les propriétés physico-chimiques des éléments chimiques vont varier aussi d'une manière périodique. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les propriétés de ces éléments chimiques et leur périodicité le long de tableaux périodiques. Et pour bien comprendre ces propriétés des éléments, il faut comprendre ce qu'on appelle le concept ou bien la notion de la charge nucléaire effective. Donc ce concept, elle est très important parce que si vous arrivez à comprendre ça, normalement c'est facile à le comprendre, il faut juste être attentif à l'explication. Une fois que vous le comprenez, vous n'aurez pas de problème pour comprendre la suite des cours et par conséquent, vous allez comprendre toutes les propriétés physico-chimiques des éléments des tableaux périodiques. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui. D'accord, il y a un petit décalage dans le son, mais ce n'est pas grave, parce que je reçois votre réponse tardement. Alors, je continue. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont deux figures, deux schémas. La première qui est à gauche de mon slide, est-ce que vous voyez le curseur de la souris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, ce schéma, il concerne un modèle de l'atome hydrogénoïde. Donc, je rappelle la définition d'un atome hydrogénoïde. C'est un atome où on a enlevé tous ces électrons et on lui laisse uniquement un seul électron. Donc, on a épluché tous ces électrons en laissant juste un électron. Et donc, ce que vous voyez en rouge ici à gauche, je cherche mon curseur, ici, ça représente le noyau en rouge. Et le noyau de l'atome, il est caractérisé par le numéro atomique Z, qui est le nombre de protons. Donc, le noyau, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une petite région dans l'atome, au centre de l'atome, et autour de ce noyau, il y a des électrons qui sont à une certaine distance donnée. Et donc, dans un atome hydrogénoïde, vous avez uniquement le noyau et vous avez un électron. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il y a? Puisque le noyau il est chargé positivement et l'électron il est chargé négativement, il n'y a que les forces d'attraction. Donc, ce sont deux charges de signes opposés et on a attraction entre ces deux particules qui sont les protons du noyau et l'électron. Et c'est comme ça qu'un électron il est retenu par le noyau, donc par les forces d'attraction électrostatique. Ça, c'est dans le cas d'un atome hydrogénoïde. Maintenant, je passe au schéma à droite. C'est dans le polyélectronique. Qu'est-ce que ça veut dire un atome polyélectronique? C'est un atome qui contient plus qu'un électron. Donc, un électron et plus. Dans le schéma que j'ai représenté ici, j'ai mis 3 électrons. Donc, 2 électrons dans la première couche, ou bien le premier niveau énergétique, et un électron dans le deuxième niveau énergétique. Et là, dans cet atome polyélectronique, on a bien sûr les attractions entre le noyau de charge plus Z et électron. Ce sont les flèches en bleu. Plus de ces attractions, on a aussi les répulsions entre les électrons. D'accord? Donc, il faut bien retenir ce schéma dans votre tête. Donc, dans un atome donné polyélectronique, le noyau qui contient
des protons qui sont positifs, caractérisés par Z, et les électrons, donc il y a attraction entre le noyau et les électrons. Et en plus des attractions entre le noyau et les électrons, il y a des répulsions entre les électrons eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les électrons, ils ont le même signe, ils sont chargés négativement, et donc il y a des répulsions entre les deux. Donc ce schéma, ou bien ce modèle, il faut bien le mettre, ou bien il faut bien le graver dans votre tête, parce que ça vous permet d'imaginer la suite et la compréhension de ce qui va suivre. Alors, pour comprendre la notion de la charge nucléaire effective, donc d'abord, le noyau, il est caractérisé par Z protons. Et ce Z, c'est le numéro atomique. Mais on l'appelle aussi la charge nucléaire réelle. Donc, c'est la charge nucléaire réelle des noyaux, parce que le noyau, il est caractérisé par le nombre de protons. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la charge nucléaire effective. Et on va dire pourquoi. Pour comprendre cette notion de charge nucléaire effective, il faut comprendre la notion de l'effet d'écran. Je m'explique. Les électrons que vous voyez ici sur la... Attends, je cherche le précurseur. Donc ici, la première couche, ou bien c'est une couche interne qui est juste la première des côtés des noyaux, font un écran à l'attraction entre le noyau et les électrons périphériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet électron périphérique, donc le troisième électron ici, il ne va pas en charge totale ou bien la charge nucléaire réelle des noyaux. Il va sentir une charge nucléaire effective. Pourquoi? Parce que ces électrons internes, de la couche interne, un écran, c'est un obstacle. Donc voilà, quelque chose qui cache l'attraction ou bien l'effet de noyau Z et sur l'électron périphérique. Donc, je vous donne cette définition. Donc, les électrons, donc c'est quoi l'effet d'écran? C'est que les électrons situés près des noyaux, donc des côtés des noyaux, forment un écran. Entre quoi? Entre les électrons des couches périphériques, donc les électrons externes et le noyau. Et la présence de ces électrons a pour effet de réduire l'attraction électrostatique entre les protons et les électrons périphériques. D'accord? Alors, je reviens à mon modèle, à mon schéma. Donc, on a dit jusqu'à maintenant que la présence de ces électrons internes font écran, mais aussi les répulsions entre les différents électrons réduisent aussi l'effet de l'attraction du noyau sur les électrons périphériques. Donc, ce qui est écrit ici, donc de plus, la force répulsive qui exerce, ou bien qui s'exerce entre les électrons diminue également la force d'attraction des noyaux. Et donc, ce concept de charge nucléaire effective, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les électrons périphériques, ils ne ressentent pas la charge réelle des noyaux, mais ils vont sentir une charge nucléaire effective. Et donc, cette charge nucléaire effective, c'est elle qui va nous expliquer comment cet effet d'écran a une influence sur les propriétés périodiques des éléments des tableaux périodiques. Donc, nous allons voir ça à travers des exemples. Donc, nous tentons de comprendre ce concept de l'effet écran et de la charge nucléaire effective. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. D'accord. Alors, pour bien comprendre ça, je donne ici l'exemple de l'atome de l'hélium. Donc, l'atome de l'hélium, il a un numéro atomique Z égal à 2. Donc, c'est la charge nucléaire réelle des noyaux. C'est plus 2. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ici plus 2. Et on a, puisque c'est un atome neutre, le nombre d'électrons égal à le nombre de protons. Donc, il n'a que 2 électrons. Eh bien, 2 électrons, ils vont se mettre dans la première couche, dont le nombre quantique principal n égale à 1. Donc, la configuration électronique de l'hélium, c'est 1s2. Donc, 1s2, donc j'ai 2 électrons, 1s. Donc, comme j'ai expliqué dans le premier modèle, donc il y a l'attraction entre le noyau et chacun de ces électrons.
et en même temps, on a une répulsion entre ces deux électrons. Alors, on dit que chaque électron S, parce que ces deux électrons, ils sont dans la sous-couche S, et le premier niveau dans la première couche. Donc, chaque électron S fait écran à l'autre électron S. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de ces électrons, pardon, il ne va pas sentir la charge totale réelle des noyaux qui est plus 2, mais il va sentir une charge nucléaire effective, donc Z étoile ou bien Z effective. Et ce Z effectif égale à quoi? Égale à Z qui est la charge réelle des noyaux, moins une constante d'écran. Et cette constante d'écran, elle est toujours supérieure à 0, mais il est inférieur à Z qui est la charge nucléaire. Donc, c'est la constante d'écran. Donc, cette notion, vous l'avez déjà vue l'année passée dans le cours de la structure de la matière. Et vous avez même calculé ça via les règles d'Osslater. Là, ici, on ne va pas refaire les calculs de ces constantes d'écran, mais il faut comprendre d'une manière qualitative ce qui se passe au niveau des interactions au sein de l'atome. D'accord? Donc, Z effectif, c'est Z moins sigma. Alors, pour bien comprendre cet effet d'écran, donc ici l'exemple de l'atome d'hélium, il illustre bien cet exemple. Par exemple, donc je suis toujours dans le cadre de l'atome de l'hélium, j'ai 2 protons dans le noyau et j'ai mes 2 électrons. Donc c'est le schéma qui est en haut. Alors, pour bien illustrer ce phénomène d'effet d'écran, donc je rappelle la notion de l'énergie d'ionisation. Par exemple, pour cet atome d'hélium, je veux l'ioniser. Ça veut dire que je veux lui arracher un électron. Donc, par définition, l'énergie d'ionisation, c'est quoi? C'est l'énergie qu'il faut fournir à un atome, à l'état gazeux et à l'état fondamental, pour lui arracher un électron. Alors, si je veux arracher ce premier électron, donc il doit plus subir l'effet des noyaux, donc je dois l'arracher et l'envoyer dans le vide, je dois fournir une énergie de 2373 kJ. C'est une énergie positive parce que c'est une énergie que je dois fournir à l'atome, au système, pour arracher cet électron. Donc, pour arracher le premier électron, je dois fournir uniquement 2373 kJ par mol pour l'atome d'hélium. Maintenant, si je veux arracher le deuxième électron, c'est dans le schéma. Donc, si je veux arracher ce deuxième électron, donc je dois fournir une énergie qui est de l'ordre de 5251 kJ à l'ion H, à une mole de l'ion He+. Donc, c'est une énergie qui est quasiment plus que le double que j'ai fourni au départ pour enlever uniquement le premier électron. Et donc, comment expliquer ça? C'est que l'effet d'écran qui pourrait expliquer ça. Pourquoi? Parce que dans le premier schéma, avant d'enlever le premier électron, on a les interactions, les répulsions entre les 2 électrons. Et ces 2 répulsions, ils réduisent l'effet d'attraction des noyaux. Et puisqu'ils réduisent, je dois fournir une énergie qui n'est pas aussi importante. Une fois que le premier électron il est parti, pour enlever le deuxième, pour arracher le deuxième électron, je dois fournir une énergie plus importante. Pourquoi? Parce que cet électron qui reste, ou bien l'électron résiduel, ne subit plus l'effet d'écran ou bien la répulsion du deuxième électron. Donc, il subit uniquement l'effet de l'attraction du noyau et il ressent la charge attractive des noyaux réels ou bien la charge nucléaire réelle des noyaux. Donc, je pense qu'à travers ces 2 exemples, vous avez touché plus ou moins à cette notion de l'effet d'écran et la notion de la charge nucléaire effective. Donc, je répète ici que dans le cas de l'ion hélium, lorsqu'il reste un seul électron, cet électron, il subit la charge réelle totale du noyau et donc, du coup, il est très difficile de l'arracher. Il faut fournir une énergie plus importante. Dans le premier cas, quand on a encore les 2 électrons de l'hélium, pour arracher un électron, il faut fournir une énergie moins. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ces répulsions, et ces répulsions entre ces 2 électrons réduisent l'attraction entre le noyau et les électrons. Alors,
je donne aussi quelques notions qui vont nous aider par la suite, c'est que un électron d'une couche supérieure n'a pas d'effet sur un électron donné d'une couche inférieure. Je m'explique. Ici, dans ce schéma, vous avez le noyau avec Z protons. Vous avez la première couche, on a 2 électrons. La deuxième, on a un seul électron. On a dit que les électrons internes, justement la présence de ces électrons internes, font déjà un écran entre le noyau et l'électron périphérique. Ces électrons internes, ils font écran à cet électron, mais cet électron périphérique externe ne fait pas écran sur les électrons internes parce qu'il est de l'extérieur. Donc, ce que j'ai écrit ici, un électron d'une couche supérieure n'a pas d'effet sur un électron donné d'une couche inférieure. C'est toujours les électrons internes qui font écran aux électrons périphériques. Alors, nous allons voir ça à travers l'exemple de l'atome de lithium. Donc, le lithium, il a un numéro atomique Z égale à 3. Sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s1. Donc, l'électron 2s2, donc il y a un seul électron dans la sous-couche S, 2s, et il y a 2 électrons dans la sous-couche 1s. Donc, l'électron, ou bien les 2 électrons 1s, ce sont des électrons 1s, ces deux-là, font écran à l'électron 2s. Mais l'électron 2s, puisqu'il est dans une couche supérieure ou bien une couche externe, ne fait pas écran sur les électrons internes. D'accord? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, monsieur. Alors, je continue. Alors, il y a aussi une chose que vous devrez savoir, que c'est que les couches internes qui sont là, je vais les montrer ici, ils ont un meilleur effet d'écran sur les couches externes que l'effet écran qu'exerce un électron sur un autre électron dans une même couche. Donc, vous vous souvenez, il y a les différentes répulsions entre ces 2 électrons. Et ces différentes répulsions, ils vont, comme résultat, il y a un effet d'écran. Donc, l'effet d'écran qu'exerce les couches internes, donc cette couche interne, il exerce un effet d'écran sur la couche externe. Cet effet d'écran est plus important que l'effet d'écran qu'exerce un électron sur un autre électron dans la même couche. D'accord? Alors, je continue. Ça va nous permettre de comprendre comment la charge nucléaire effective évolue le long des tableaux périodiques. Et donc, ce que vous voyez ici, donc c'est le tableau périodique, et la charge nucléaire effective, Z étoile, ou bien Z effective, qu'est-ce qu'est son effet? Il augmente de gauche vers la droite des tableaux périodiques. Alors, je m'explique pourquoi. Donc, il faut déjà faire attention entre Z effectif, Z étoile, et Z, la charge réelle. Z, la charge réelle, qui est le numéro atomique, il augmente de gauche vers la droite dans un tableau périodique. Et il augmente aussi du haut vers le bas dans un tableau périodique, parce que les éléments dans un tableau périodique, ils sont placés dans l'ordre croissant du numéro Z. Alors, par contre, la charge nucléaire effective, dans une période, il augmente aussi. Pourquoi il augmente? Alors, si je prends par exemple la 12e ligne, la période numéro 2, N égale à 2, vous avez les éléments lithium, beryllium, bore, carbone, N, oxygène, fluor, néon. Donc, en partant de gauche vers la droite des tableaux périodiques, ça veut dire à partir de lithium, si je passe de lithium au beryllium, qu'est-ce qui se passe? Le numéro Z, la charge nucléaire, il augmente. Pourquoi il augmente? Parce que le lithium, il a Z égale à 3 et le beryllium, il a 4. Mais en même temps, le nombre d'électrons augmente. Donc, en partant de gauche vers la droite des tableaux périodiques, j'augmente la charge nucléaire qui est Z, mais en même temps, j'ajoute des électrons.
Et vous savez bien que quand on ajoute des électrons, il y a les répulsions entre les électrons qui vont faire un effet d'écran. Alors, pourquoi Z effectif augmente? Parce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant, que l'effet écran qu'exerce un électron sur un autre dans une même couche, il n'est pas aussi important que l'effet écran qu'exercent les couches internes. Et du coup, ici, dans cet exemple, la charge nucléaire l'emporte sur cet effet d'écran. S'il l'emporte sur cet effet d'écran, ça veut dire que la charge nucléaire effective il va augmenter de gauche vers la droite. Donc, je vais réexpliquer une deuxième fois pour que vous l'assimilez bien. Donc, je pense que je vais revenir ici. Je rappelle cette notion que j'ai énoncée ici, c'est que les couches internes ont un meilleur effet d'écran que l'effet écran qui exerce un électron sur un autre électron dans une même couche. Alors ici, dans une période, on est toujours dans la même couche. Ça veut dire les électrons que je vais ajouter, si je passe du lithium au beryllium, l'électron additionnel, il va s'ajouter dans la même couche qui a un numéro n, le nombre quantique principal, n égale à 2. Et donc, ces électrons qui s'ajoutent dans la même couche, dans le même niveau énergétique, leur effet écran n'est pas aussi important que la charge nucléaire qui s'ajoute ici dans une période quand je passe de gauche vers la droite. Donc, je rappelle ici, quand je passe du lithium à beryllium au bord au carbone, Z augmente, il passe de 3, 4, 5, 6. À chaque fois, j'ajoute un proton. Mais en même temps, à chaque fois, j'ajoute un électron. Sauf que l'électron, cette fois-ci, il s'ajoute dans la même couche énergétique. Et donc, s'ils ajoutent dans la même couche, l'effet écran n'est pas aussi important. Et du coup, la charge nucléaire qui augmente aussi, il l'emporte sur cet effet écran. Puisqu'il l'emporte, ça veut dire que la charge nucléaire effective augmente aussi au fur et à mesure que je passe de gauche vers la droite des tableaux périodiques. Ça, c'est la variation de la charge nucléaire effective dans une période. Maintenant, dans un groupe, ou bien dans une colonne, ou bien dans une famille. Si je prends la première colonne des métaux alcalins, alors Z dans une colonne ou bien dans un groupe, c'est-à-dire Z, ça veut dire le numéro atomique ou bien la charge nucléaire réelle, il augmente de haut vers le bas. Puisqu'on augmente, donc j'ajoute le nombre de protons augmente, mais en même temps, le nombre d'électrons augmente. Parce que si je prends le lithium, le deuxième élément, il a un Z qui est égal à 3. L'élément qui est juste au-dessous, c'est le sodium. Il a un Z égal à 11. Donc, Z réel augmente, mais le nombre d'électrons aussi augmente. Mais ici, la charge nucléaire effective, il diminue. Pourquoi il diminue? Parce que le nombre d'électrons, donc le nombre de protons augmente, mais le nombre d'électrons qui s'ajoutent, on les ajoute dans une couche externe. Ici, je passe de la période n égale à 2 dans une autre couche n égale à 3, puis dans une autre couche n égale à 4. Et des moments que je rajoute des électrons dans des couches externes, je m'éloigne des noyaux. Si je m'éloigne des noyaux, la force attractive des noyaux, il va diminuer. Et donc, les électrons externes périphériques, ils ne vont pas ressentir la charge réelle, nucléaire réelle des noyaux. S'ils s'éloignent, ça veut dire que la charge nucléaire effective, il diminue. Donc, dans une colonne, Z, qui est la charge nucléaire réelle, augmente du haut vers le bas des tableaux périodiques, mais la charge nucléaire effective, il augmente du bas vers le haut des tableaux périodiques. Donc, voilà. Donc, je pense j'ai donné assez de choses pour que vous puissiez bien comprendre ce concept ou bien cette notion de charge nucléaire effective. Et donc, cette charge nucléaire effective et cet effet d'écran, il joue un rôle très important dans la grosseur de l'atome ainsi que dans la formation des ions et des molécules. Ça veut dire que cet effet d'écran, il a un rôle très important dans la taille de l'atome. Et donc, nous allons le voir par la suite, c'est
c'est les propriétés physiques d'abord, qui sont le rayon atomique et le rayon ionique, comment ils vont évoluer le long des tableaux périodiques. Et par après, on va voir les propriétés chimiques. Et donc, nous allons commencer par cette propriété physique qui est la taille de l'atome ou bien le rayon atomique. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, d'accord. Oui, monsieur. Je continue. Alors, en pratique, on entend par la taille atomique ou bien la taille d'un atome, c'est le volume qui, autour du noyau, contient environ 90% de la densité électronique totale. Donc, on a vu, il y a le noyau, c'est une petite région au centre de l'atome, et autour de cet atome, il gravite des électrons. Et la taille de l'atome, parce que c'est une mesure qui n'est pas facile à faire, donc on estime que le volume de la densité électronique autour des noyaux, c'est volume qui contient 80% de la densité électronique, on le considère pratiquement comme la taille atomique ou bien comme le rayon atomique. Alors, le rayon atomique, il est déterminé en grande partie par quoi? Par la force qui retient les électrons des couches périphériques. Donc, en général, on a le noyau au centre, on a des électrons internes, mais on a des électrons périphériques. Et cette force qui retient les électrons périphériques, parce que si cette force, il est très important, les électrons périphériques, ils vont s'approcher des noyaux. Ça veut dire que le nuage électronique, il va se rétrécir, il va se réduire, il s'approche des noyaux. Et la taille de l'atome, il va se réduire. Si cette force de noyau n'est pas aussi importante, les électrons périphériques, ils vont s'éloigner des noyaux, et donc le volume électronique, il va augmenter, et s'il augmente, la taille de l'atome augmente. Donc, plus la charge nucléaire effective est élevée, je rappelle ici la charge nucléaire effective, c'est la force qui retient le noyau et les couches périphériques, plus cette charge elle est plus élevée, les électrons ils sont fortement attirés par le noyau. S'ils sont fortement attirés par le noyau, ça veut dire que le rayon atomique est petit. Si cette charge nucléaire effective elle est moins importante, les électrons périphériques ils sont pas très fortement retenus par le noyau, donc ils s'éloignent du noyau et donc le rayon atomique il augmente. Donc vous voyez ici que ce concept de l'effet écran et de charge nucléaire effective, il va nous aider à comprendre comment varie le rayon atomique et le rayon ionique le long des tableaux périodiques. Alors vous avez ici un graphe, donc vous l'avez aussi dans le polycope de cours. Alors dans cette graphe, on représente quoi? Donc vous avez dans l'axe des X le numéro atomique, donc ici de 0 à 100, et vous avez dans l'axe des Y, c'est la valeur empirique des rayons atomiques. Cette valeur, il est donnée ici en picomètre. PM, c'est picomètre. Un picomètre, c'est quoi? C'est 10 à la puissance moins 12 mètres. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'il y a des courbes dans ce sens-là. Donc, il y a la première courbe ici, la deuxième. Donc là, on voit qu'il y a une périodicité dans cette propriété physique qui est le rayon atomique. Alors, si je prends la première ligne ici, qu'est-ce qu'on constate? Ça, chaque point représente un élément parce que ça, il est représenté, ce rayon atomique, il est représenté en fonction de numéro atomique. Le lithium, il a un numéro atomique combien? Égal à Z égale à 3. Donc, il se trouve ici. Après le lithium, il y a le beryllium. Donc, le beryllium, Z égale à 4. Ainsi de suite. Et donc, ça, si je passe du lithium, beryllium jusqu'à Z égale à 10, je suis toujours dans une même période ici. C'est la deuxième période des tableaux périodiques, ou bien la deuxième ligne des tableaux périodiques. Et qu'est-ce que je constate expérimentalement? C'est que le rayon atomique diminue avec l'augmentation de Z. Donc, je passe du lithium jusqu'à le fluor ici, qui est Z égale à 9, le rayon atomique diminue. Alors, j'essaie d'expliquer ici pourquoi le rayon atomique diminue dans une période. Tout simplement parce que la charge nucléaire effective, qu'est-ce qu'elle fait dans une période? Elle augmente de gauche vers la droite. S'il augmente de gauche vers la droite, ça veut dire à la droite des tableaux périodiques, ça veut dire vers
vers les gaz rares, ou bien la colonne des gaz rares, la charge nucléaire effective, elle est très importante. Si la charge nucléaire effective elle est très importante, ça veut dire que le noyau, il retient fortement les électrons périphériques. S'il retient fortement les électrons périphériques, ça veut dire que la taille ou bien le nuage électronique, il est rétréci, ça veut dire que la taille de l'atome, il diminue. S'il diminue, ça veut dire que le rayon atomique diminue. Et donc, dans une période, le rayon atomique diminue de gauche à droite vers le tableau périodique, dans le tableau périodique. La même chose, la deuxième colonne, je passe de sodium jusqu'à l'argon, je vois que lorsque le numéro atomique Z augmente, le rayon atomique diminue dans un tableau périodique de gauche à droite. Ça, c'est la troisième ligne, ou bien la troisième période, la quatrième période, la cinquième période, la sixième période, ainsi de suite. Donc, je résume, le rayon atomique, dans une période, diminue de gauche vers la droite des tableaux périodiques. Et pourquoi il diminue? Parce que la charge nucléaire effective, il augmente de gauche vers la droite des tableaux périodiques. Maintenant, si je prends cette variation de rayon atomique le long d'une colonne, et là, l'exemple de la colonne, je prends la première colonne. La première colonne du tableau périodique, qui est la colonne des métaux alcalins, si je commence par le lithium, vous avez le lithium. Au-dessus du lithium, vous avez le sodium. Au-dessous du sodium, vous avez le potassium. Au-dessous du potassium, vous avez le rubidium. Et puis le césium, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on constate expérimentalement? C'est qu'en augmentant le numéro atomique Z, le rayon atomique augmente. Alors, pourquoi il augmente dans une colonne? On a vu que dans une colonne, la charge nucléaire effective, il augmente des bas vers le haut des tableaux périodiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lithium qui est en haut des tableaux périodiques, il retient fortement les électrons périphériques. S'il retient fortement les électrons périphériques, ça veut dire que le rayon atomique, il est plus faible en haut des tableaux, pour les éléments des hauts des tableaux périodiques. Donc, je résume, la charge nucléaire effective dans un groupe ou bien dans une colonne, il augmente des bas vers le haut des tableaux périodiques. Parce qu'on lorsqu'on ajoute des électrons, on ajoute des couches électroniques, et quand on ajoute des couches électroniques, on s'éloigne des noyaux. Si on s'éloigne des noyaux, ça veut dire la charge nucléaire effective, il diminue du haut vers le bas des tableaux périodiques. Donc la charge nucléaire effective, il diminue du haut vers le bas des tableaux périodiques, et par conséquent, le rayon atomique, il augmente du haut vers le bas des tableaux périodiques. Parce que vers le bas des tableaux périodiques, la charge nucléaire effective n'est pas si importante. Et s'il n'est pas si important, ça veut dire que les électrons périphériques s'éloignent des noyaux. Donc le nuage électronique, il s'étend, il est bien étendu. S'il est bien étendu, ça veut dire que le volume il est plus grand. Si le volume est plus grand, c'est la taille de l'atome est plus grande. Et par conséquent, le rayon atomique il est plus important. Donc je résume toutes ces propriétés de tableau périodique. Donc voilà, c'est déjà écrit ici. Donc, à mesure que la charge nucléaire effective augmente, le rayon atomique diminue régulièrement dans une période. Donc, la charge nucléaire effective dans une période, il augmente de gauche vers la droite. Et donc, le rayon atomique, il va diminuer de gauche vers la droite. À mesure que l'on descend dans un groupe, ça veut dire en partant du haut vers le bas dans un groupe, le rayon atomique augmente. Donc, vous voyez que des moments que vous comprenez cette notion de charge nucléaire effective, la variation de ses propriétés la compréhension de ces variations devient plus facile. Ça, c'est un exercice d'application, mais je propose de le faire après. Donc, quand on entame la partie, ou bien quand on va essayer de faire les travaux dirigés, donc on va essayer de résoudre aussi ces exercices d'application. Alors, je continue. Donc, je regarde juste l'heure pour savoir. Donc, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. D'accord. Alors, donc on a vu maintenant, tout à l'heure on a vu donc comment varie le rayon atomique. Maintenant, on va voir comment varie le rayon ionique.
Le rayon ionique, c'est quoi? C'est le rayon d'un cation ou bien d'un anion. Donc, je rappelle, un ion, c'est quoi? C'est lorsqu'un atome, il perd ou bien il gagne des électrons. Il devient soit cation, soit un anion. Et que ce rayon atomique, il influence aussi les propriétés physico-chimiques des composés ioniques. Par exemple, donc les structures tridimensionnelles que vous avez dans le cours en S3 de chimie minérale, cette structure tridimensionnelle, elle dépend bien de la taille relative des cations et des anions. Alors, quand un atome neutre devient un ion, on s'attend que sa taille change. Donc, lorsqu'un atome il perd ou bien il gagne des électrons, sa taille change. Et ici, je vous donne quelques exemples. Si je prends ici l'atome de lithium, son rayon atomique, c'est 152 picomètres. Pour passer du lithium au lithium plus, à l'ion lithium, donc l'atome, il va perdre un électron pour devenir un cation. Quand il perd un électron, vous voyez ici, la taille devient combien? 60 picomètres. Si je prends à droite l'atome du fluor, son rayon atomique, c'est combien? C'est 64 picomètres. Pour passer des fluors à l'ion fluorite, F-, la taille change. Donc, lorsque l'atome du fluor il gagne, ou bien il capte un électron, sa taille passe de 46 picomètres à 136 picomètres. Donc, vous voyez, donc, du moment que l'atome devient un ion, sa taille change. Alors, si l'atome devient un anion, sa taille ou son rayon ionique augmente. Ici, vous avez l'exemple ici. Donc, je reprends l'exemple de fluor. Le fluor, son rayon atomique est 64 péromètres. Lorsqu'il va gagner, il capte un électron, il devient un ion fluorure. Sa taille devient, son rayon ionique, il est de l'ordre de 136 picomètres. La même chose pour le chlore. Le chlore, l'atome chlore, son rayon atomique est 99 picomètres, mais l'ion Cl-, l'ion chlorure, son rayon ionique, c'est 181 picomètres. Alors, pourquoi, la question qui se pose, pourquoi la taille change? Et ici, on regarde qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Quand je passe de l'atome à l'ion, la taille augmente. Quand je passe de l'atome à l'ion, la taille augmente. Alors, l'explication de ça, c'est quoi? C'est que puisque je suis toujours en présence de la même atome, ça veut dire que la charge nucléaire réelle Z reste la même, elle est constante. Le fluor, il a un numéro atomique Z égal à 9. En passant à l'ion fluorure, Z, il est toujours 9. Sauf que le nombre d'électrons qui devient 10. Parce qu'on a ajouté un électron. Mais le nombre de protons, elle reste toujours le même. Il est constant. C'est écrit ici, la charge nucléaire Z reste la même. Et donc, quand on ajoute un électron, ici, en passant de l'atome à l'anion, on ajoute un électron. Quand je vais ajouter un électron, qu'est-ce qui se passe? J'augmente les répulsions entre les électrons. Et si les répulsions électrostatiques augmentent entre les électrons, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura un effet d'écran. Cet effet d'écran, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grossir le nuage électronique. Les répulsions, le fait que les électrons se repoussent, va grossir le nuage électronique. Si le nuage électronique grossit, ça veut dire que le rayon ionique augmente. Donc la taille de l'atome, en passant de la taille de l'atome à l'anion, la taille change. Un anion, il a une taille plus grande que son atome correspondant. Maintenant, si je prends l'exemple, lorsqu'on passe d'un atome à un cation, la taille ou bien le rayon diminue. Pourquoi? Donc, on va expliquer après. Je vous donne déjà l'exemple ici, le lithium. Le lithium, l'atome, il a 152 picomètres et le cation, il est plus, c'est 60 picomètres. Si je prends en bas ici le sodium, sa taille, c'est 186 picomètres et le cation Na+, c'est 95 picomètres.
Alors, en passant de l'atome au cation, qu'est-ce qui se passe? On arrache un électron. Donc, puisque je suis toujours en présence de la même atome, la charge nucléaire, le nombre de protons Z reste le même. Ce que je fais, c'est que uniquement j'arrache un électron à l'atome. Si j'arrache un électron, ça veut dire que je réduis les répulsions électrostatiques entre les électrons. Donc, s'il y a moins de répulsion, ça veut dire que le nuage électronique, il va se réduire, se rétrécir. Et si le nuage électronique se réduit, se rétrécit, ça veut dire qu'il y a diminution des rayons. Et c'est pourquoi quand on passe d'un atome à un cation, la taille diminue. Alors, maintenant, quant à la variation des rayons ioniques le long des tableaux périodiques. Alors, ici, il faut faire attention. Lorsque je suis dans un groupe, la variation des rayons atomiques et des rayons ioniques, ils sont les mêmes. Donc, je rappelle, dans un groupe, on a vu que le rayon atomique, il augmente du haut vers le bas des tableaux périodiques. Parce que la charge nucléaire effective diminue du haut vers le bas des tableaux périodiques. Eh bien, la variation des rayons ioniques est la même, il suit la même tendance que le rayon atomique. Ça veut dire que le rayon ionique dans un groupe ou bien dans une colonne, il augmente du haut vers le bas des tableaux périodiques. Maintenant, si je veux comparer deux ions qui se trouvent dans des différents groupes, ça veut dire le long des périodes, je ne peux pas faire cette comparaison uniquement si ces ions, ou bien les atomes, ces ions, ils sont isoélectroniques. Ça veut dire quoi, ils sont isoélectroniques? Ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'électrons. Donc, je résume, dans un groupe ou bien dans une colonne, la variation de rayon ionique suit la même tendance que le rayon atomique. Mais pour des ions qui se trouvent dans différents groupes, je ne peux pas faire la comparaison de leur taille uniquement si ces ions sont isoélectroniques. Isoélectroniques, ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'électrons. Donc, nous allons voir ici, si on examine les propriétés, ou bien les ions qui se trouvent dans ce schéma ici, par exemple, ici, déjà, on peut comparer ici les lithium. À côté du lithium, vous avez le beryllium, puis le fluor. Ça, on est dans la présence dans une période. Et vous voyez ici, donc, les valeurs des rayons atomiques. Si je prends uniquement les atomes, lithium, beryllium et fluor, qu'est-ce qu'elle fait la taille? De passant du lithium au beryllium, le rayon atomique diminue. Donc, c'est ça. Donc, le rayon atomique dans une période, il diminue de gauche vers la droite. Pourquoi? Parce que la charge nucléaire, elle augmente de gauche vers la droite. Si je prends maintenant une colonne, vous voyez ici que le rayon atomique, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente de haut vers le bas. Donc, je passe du lithium au sodium parce qu'il se trouve dans une même colonne, la première colonne. Le rayon atomique, il augmente. La même chose pour le rayon ionique. Je passe de Na+ à Na+, le rayon ionique augmente ici dans une colonne. Donc, le rayon ionique suit la même tendance que le rayon atomique dans un groupe ou bien dans une colonne. Maintenant, pour des ions qui se trouvent dans différents groupes, je ne peux pas les comparer uniquement s'ils sont isoélectroniques. Maintenant, si je veux comparer des ions des différents groupes, je dois chercher des ions qui sont isoélectroniques. Et l'exemple que j'ai ici, c'est l'exemple des fluor et des sodium. Alors, le Na+, le sodium, Z égale à combien? Son numéro atomique, Z égale à 11. Donc, son nombre de protons Z égale à 11, mais le nombre d'électrons, puisqu'il a perdu un électron pour devenir un cation Na+, son nombre d'électrons égale à 10. Si je passe au fluor, le fluor et le F-, son numéro atomique Z égale à 9. Et puisqu'il a gagné un électron, son nombre d'électrons, c'est 10. Donc, F- et Na+, ils sont isoélectroniques. Ils ont le même nombre d'électrons qui est 10. Mais la charge nucléaire, elle est différente. Pour le fluor, c'est 9, Z égale à 9. Et pour le sodium, c'est 11. Alors, maintenant, je peux comparer la taille de ces deux ions, de Na+, et de F-. Et la taille de Na+, vous l'avez remarqué, ou bien des cations en général, les cations en général sont plus petits que les anions.
Et ça s'explique par le fait, bien sûr, quand on passe à un anion, on a plus d'électrons, donc il y a plus de répulsion. Dans un cation, on a moins d'électrons ou moins de répulsion, et donc la taille d'un cation, il est toujours inférieure à la taille d'un anion. Bien sûr, pour faire cette comparaison, si on est dans une même colonne ou bien dans un même groupe, il faut savoir que dans un groupe, le rayon atomique il augmente du haut vers le bas des tableaux périodiques. Mais pour des anions ou bien pour des ions de différents groupes, je ne peux pas comparer leur taille uniquement s'ils sont isoélectroniques. Et si je compare, la tendance c'est quoi? C'est que d'une manière générale, les ions isoélectroniques les cations sont toujours plus petits que les anions. Alors, pour les cations isoélectroniques maintenant, on remarque que les rayons ioniques de charge 3 + sont toujours plus petits que ceux des ions de charge 2 +. Ils sont toujours plus petits que ceux des ions de charge 1 +. Et vous allez voir ça à travers cet exemple. Alors, tous ces ions, ils sont isoélectroniques. L'aluminium, son Z égale à 13. Puisqu'il a perdu 3 électrons, son nombre d'électrons, c'est combien? C'est 10. C'est 13 moins 3. Pour le magnésium, Z égale à 12. Et comme il a perdu 2 électrons, son nombre d'électrons, c'est 10. Le sodium, son Z égale à 11. Et puisqu'il a perdu un électron, son nombre d'électrons égale à 10. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que la taille augmente. Donc, l'ion de charge plus 3, il est plus petit que l'ion de charge plus 2, et il est plus petit que l'ion de charge plus 1. Parce que je passe de 50 picomètres dans le cas de Al3+, à 65 picomètres dans le cas de Mg2+, à 95 picomètres dans le cas de Na+. Et tout simplement pourquoi? L'explication ici. Donc, il y a différentes manières d'expliquer. Parce que ici, je diminue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, dans le cas de sodium, j'ai plus d'électrons. Ici, pardon, c'est le même nombre d'électrons, mais j'ai moins le numéro atomique Z. J'ai 11 protons, ici j'ai 12 protons, ici j'ai 13 protons. Alors 13 protons ici, ils vont attirer 10 électrons. Ici, 12 protons attirent 10 électrons. Ici, 11 protons attirent 10 électrons. Et donc, la force attractive, il est importante où? C'est au niveau de l'aluminium. Parce que 13 protons attirent 10 électrons. 13 protons attirent 10 électrons, ça veut dire que les électrons périphériques s'approchent des noyaux. Si s'approchent, ça veut dire qu'ils vont réduire la taille de cet ion. Et l'explication pour les autres, c'est de la même façon. Donc, ce qu'il faut retenir, que pour les cations isoélectroniques, un cation de charge plus 3, il est toujours plus petit par rapport à un cation de charge plus 2, plus petit par rapport à un cation de charge plus 1. Maintenant, je compare des anions qui sont isoélectroniques. Je vous donne ici l'exemple de l'oxygène et des fluors. Pourquoi ils sont isoélectroniques? Donc, l'oxygène, son numéro atomique Z égale à 8. Et comme il a gagné 2 électrons, son nombre d'électrons devient 10. Pour le fluor, son numéro atomique Z égale à 9. Et comme il a gagné un seul électron, son nombre d'électrons, c'est 10. Alors ici, 9 protons attirent des électrons. Et ici, 8 protons attirent 10 électrons. Donc, la charge nucléaire elle est plus importante, ou bien cette force elle est plus importante dans le cas de F-. Si elle est plus importante, ça veut dire le nuage électronique il se rétrécit. C'est pourquoi vous avez pour le F-, sa taille c'est 113,6 picomètres, et pour l'ion O2-, son rayon ionique c'est de 140 picomètres. Là, il y a aussi un exercice d'application. Donc, si vous voulez le noter rapidement, c'est juste pour comparer ces différents ions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir ça dans la séance des travaux dirigés. D'accord? Alors, je continue. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Alors, Oui. donc jusqu'à maintenant, on a vu comment varie le rayon atomique et comment varie le rayon ionique. Ce sont les deux propriétés physiques qu'on a vues. Maintenant, on va voir des propriétés chimiques qui sont l'énergie d'ionisation et l'affinité électronique.
Et on va voir comment varient ces propriétés le long des tableaux périodiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont importants, parce qu'ils ont un effet sur la réactivité chimique des éléments. Alors, je rappelle la définition brièvement. L'énergie d'ionisation, c'est quoi? C'est l'énergie minimale qu'il faut fournir pour arracher un électron à un atome gazeux et à l'état fondamental. Et la valeur de cette énergie d'ionisation, elle est équivalente à l'effort pour forcer l'atome à céder un électron. Donc, je dois fournir un effort ou bien une énergie, un travail, pour arracher l'électron à l'attraction des noyaux. On peut l'exprimer aussi par la force qui retient un électron dans l'atome. Plus l'énergie d'ionisation est élevée, plus il est difficile d'arracher un électron. Donc, plus la charge nucléaire effective est plus élevée, plus cette énergie d'ionisation est très élevée. Et donc, il est plus difficile d'arracher l'électron. Pourquoi? Parce que l'électron périphérique, il est bien retenu par le noyau. Donc, l'énergie d'ionisation, quand j'ionise un atome, ça veut dire j'enlève un électron de sa couche périphérique. Si cet électron il est bien retenu par la force des noyaux, il est difficile de l'arracher. S'il n'est pas bien retenu, je peux l'arracher facilement. C'est plus ou moins ça l'énergie d'ionisation. Alors, il y a l'énergie de première ionisation et qui correspond à arracher le premier électron à l'atome. Donc, le Xg ici, c'est l'atome à l'état gazeux et à l'état fondamental. Pour lui arracher un électron, je dois fournir une énergie de première ionisation. Et qu'est-ce que j'obtiens? L'ion, l'atome chargé 1 plus un électron. Il y a aussi l'énergie de deuxième ionisation. Ça veut dire quoi? Je dois arracher un électron à l'ion, ou bien à l'atome qui est déjà ionisé une fois. Donc, je dois fournir une énergie que j'appelle ici EI2, énergie de deuxième ionisation, à l'ion X+, pour lui arracher un seul électron. C'est toujours, j'arrache un seul électron et j'obtiens X2+, un ion doublement chargé. La même chose pour l'énergie de troisième ionisation. Je dois fournir une énergie. Cette énergie elle est toujours positive parce que je dois la fournir au système. Le système ici, c'est l'atome ou bien l'ion. Donc, je dois fournir une énergie à l'ion X2+, à l'état gazeux et à l'état fondamental pour lui arracher un seul électron. Donc, c'est ça l'énergie de première ionisation, deuxième ionisation, troisième ionisation, ainsi de suite. Alors, il faut savoir que l'énergie de première ionisation, il est toujours inférieur à l'énergie de deuxième ionisation, inférieur à l'énergie de troisième ionisation. Si vous vous souvenez bien, au début de cette présentation, j'ai donné l'exemple de l'atome de l'hélium. Et on a vu qu'il était facile d'arracher le premier électron, mais il était plus difficile d'arracher le deuxième électron. Pourquoi? Parce que dans le cas d'un atome, la charge nucléaire Z, il est toujours la même, elle est constante. Mais quand j'arrache un électron, qu'est-ce que je fais? Je réduis les répulsions entre les électrons résiduels. Si je réduis les répulsions, ça veut dire les électrons résiduels, ils sont plus fortement retenus par le noyau. S'ils sont plus fortement retenus, il est plus difficile d'arracher un électron. Donc, si je continue à enlever des électrons, je dois fournir une énergie d'autant plus pour arracher les électrons qui restent. Donc, je lis ici ce que j'écris. La répulsion entre les électrons résiduels décroît quand un électron est arraché. Il faut donc plus d'énergie pour arracher un électron à un ion qui est déjà positif. Alors ici, vous avez la variation de l'énergie d'ionisation le long des tableaux périodiques. Vous avez ce figure dans le cours. Alors, si je prends les périodes, donc dans une période, ça veut dire ici les périodes, si je parle du lithium au néon, c'est la deuxième période. Du sodium au argon, c'est la troisième période. Du potassium au krypton, c'est la quatrième période, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je constate? Donc ici, vous avez dans l'axe des X, c'est le numéro atomique Z. Et dans l'axe des Y, vous avez l'énergie de première ionisation. Et qu'est-ce qu'on constate? Que l'énergie dans une période, l'énergie de première ionisation augmente. C'est Z, le numéro atomique augmente. Donc quand Z augmente, je passe du lithium au néon.
l'énergie d'ionisation augmente de gauche vers la droite des tableaux périodiques. Alors, l'explication pourquoi? Parce que la charge nucléaire effective dans une période, il augmente de gauche vers la droite des tableaux périodiques. Ça veut dire que la charge nucléaire effective, il est importante du côté des éléments, des gaz rares. Et donc, ces éléments, c'est trop difficile d'arracher leurs électrons externes. C'est pourquoi on les appelle les gaz rares ou bien les gaz inertes, parce qu'il est difficile d'arracher leurs électrons. Et donc, l'énergie d'ionisation augmente de gauche vers la droite des tableaux périodiques. Et d'ailleurs, si vous constatez ici que la majorité des gaz rares, ils sont au-dessus, ils sont dans les sommets, ça veut dire qu'ils ont les valeurs des énergies d'ionisation les plus élevées. L'énergie d'ionisation, son unité, c'est électron-volt. Électron-volt, c'est une unité d'énergie. Donc, il y a des moyens de faire la conversion en joule, ou bien en kilojoules, ou bien en calories. Alors, maintenant, dans un groupe, si je prends l'exemple le groupe des gaz rares, parce qu'on le voit clairement sur cette figure, et qu'est-ce qui se passe? C'est quand Z augmente, l'énergie d'ionisation diminue. Pourquoi? Parce que dans un groupe ou bien dans une colonne, la charge nucléaire effective, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue du haut vers le bas du tableau périodique. S'il diminue du haut vers le tableau périodique, ça veut dire que les éléments dans le bas du tableau périodique, leurs électrons périphériques, ils ne sont pas fortement retenus par le noyau. Et du coup, leurs énergies d'ionisation, elle est plus faible. Ça veut dire quoi? Si je prends par exemple le néon et l'argon, je peux arracher facilement un électron à l'atome d'argon que celui de néon. Et l'argon, il se trouve en bas des néons. Pourquoi? Parce que la charge nucléaire effective, elle est plus importante au niveau des néons qu'au niveau de l'argon. Donc, je résume, dans un groupe ou bien dans une colonne, l'énergie d'ionisation diminue de haut vers le bas des tableaux périodiques. Alors, comme vous voyez dans la figure, les gaz rares ont les énergies d'ionisation les plus élevées. Ils se trouvent dans les pics ou bien dans les sommets des figures ou bien des courbes. Et les métaux alcalins et alcalinotéreux, ils ont les énergies, les métaux en général, ils ont les énergies d'ionisation les plus basses. Ils se trouvent dans les creux ici des courbes. Ici, le lithium, le sodium, ça c'est la colonne des métaux alcalins, qui est lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, francium. Pourquoi ils ont une énergie d'ionisation plus faible pour les métaux alcalins? Parce que on arrache un électron à un métal alcalin, qu'est-ce qu'on trouve? Si je prends par exemple le lithium, je lui arrache un électron, je retrouve la configuration il a la configuration des gaz rares qui le précèdent, qui est plus stable. Donc, il trouve facilement une stabilité. Donc, je lui arrache un électron et il trouve une configuration plus stable. Et du coup, la plupart des métaux, ils sont très réactifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des énergies d'ionisation très faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent perdre ou bien échanger facilement leurs électrons. Donc, en général, les énergies d'ionisation augmentent de gauche vers la droite des tableaux périodiques, mais il existe des exceptions. Et on va voir ces exceptions. Et d'ailleurs, vous avez le premier exercice dans la première série de TD, c'est un exercice qui est relatif à l'énergie d'ionisation, et là, on va retraiter de nouveau ces exceptions qu'on va voir ici. Donc, la première exception, c'est que je reprends la figure pour voir. Donc, si je prends ici le lithium, dans une période, je passe à l'élément suivant qui est le beryllium, l'énergie d'ionisation augmente. Mais en passant du beryllium au bord, on voit une petite diminution de l'énergie d'ionisation. Une petite diminution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux arracher facilement l'électron au bord que celui du beryllium. Et puis, en passant du beryllium au bord, donc beryllium bord au carbone, ça augmente, ainsi de suite. Donc la tendance générale, c'est que l'énergie d'ionisation augmente de gauche vers la droite des tableaux périodiques, mais il y a quelques exceptions. La première exception, quand je passe des beryllium au bord, ou bien quand je passe, par exemple, des magnésium à l'aluminium.
Alors, pourquoi cette diminution? C'est tout simplement parce que si j'établis la configuration électronique pour le beryllium et le bore, la configuration électronique du beryllium externe, c'est NS2, et pour des bores, pardon, c'est NS2-NP1. Et donc, il est plus facile d'arracher un électron à la sous-couche P, parce qu'il se trouve un seul électron dans la sous-couche P, et je vous demande de faire des cases quantiques pour bien visualiser ça. Ici, malheureusement, je ne pourrais pas le faire, mais essayez d'imaginer ça. Donc, dans le beryllium, sa configuration électronique, c'est quoi? Beryllium sans Z, c'est égal à 4. C'est 1s2, 2s2. La couche externe, c'est 2s2. 2s2, il y a 2 électrons. Donc, ces 2 électrons, pour arracher un électron pour ioniser le beryllium, je dois désappareiller 2 électrons de la sous-couche NS, qui est 2s. En passant au bord, la configuration, c'est NS2, NP1. Donc, ioniser l'atome de bord, je dois arracher un électron à la sous-couche P. Alors, il est facile d'arracher un électron à la sous-couche P. Par quoi? Parce que cet électron qui est dans la sous-couche P, il subit l'effet d'écran des couches internes qui sont 1s2 et aussi des couches qui se trouvent ns2 dans la même couche. Et donc, c'est plus facile, donc il subit un effet d'écran, des répulsions fortes, qui font que c'est plus facile d'arracher l'électron à une sous-couche P que de désappareiller les 2 électrons qui se trouvent dans la sous-couche S2. La deuxième exception, c'est quand je passe de l'azote à l'oxygène. En passant de l'azote à l'oxygène, ça veut dire quand je passe des groupes 5A au groupe 6A. Alors, en passant de groupe 5A à 6A, ça veut dire que je passe de l'azote à l'oxygène. Alors, il est plus facile d'arracher un électron à l'oxygène que celui de l'azote. Pourquoi? Parce que quand j'arrache l'électron à l'oxygène, je retrouve la configuration d'une sous-couche à moitié remplie. Si vous établissez la configuration électronique de l'azote, c'est 1s2, 2s2, 2p3. Et 2p3, donc les 3 électrons sont répartis selon la règle de Hond dans les 3 cases ou bien les 3 orbitales P, Px, Py, Pz. Et cette configuration, qui a une configuration de spin plus élevée, parce qu'on a 3 électrons dans les 3 orbitales, ça donne une stabilité à l'atome. Pourquoi? Parce que ces électrons, ils sont répartis d'une manière symétrique autour des noyaux. Et donc, c'est pourquoi il est plus facile d'arracher un électron à l'oxygène que de l'arracher à l'azote. Pourquoi? Si j'arrache celui de l'oxygène, au plus on retrouve une configuration d'une sous-couche à moitié remplie et qui est stable. Donc ne vous inquiétez pas, ça je donne l'explication comme ça, je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas un tableau devant moi ou un moyen pour écrire pour le moment, pour expliquer ça, mais on verra ça dans la séance de télé parce qu'on a plus ou moins le même exercice et vous allez voir ça encore une deuxième fois. Alors, ici il y a un exercice d'application, je le laisse à la séance de TD aussi. Je passe maintenant à l'affinité électronique. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Allez. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage dans le son? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage dans le son. Non. Non. D'accord, c'est bon. Alors, maintenant, je passe à la deuxième propriété chimique qui est l'affinité électronique. Alors, c'est quoi là? Donc, on a vu l'énergie d'ionisation. C'est arracher l'énergie qu'il faut fournir. C'est une énergie positive qu'on doit fournir à l'atome pour lui arracher son premier électron. Un électron qui se trouve bien sûr dans la couche périphérique, puisque pourquoi la couche périphérique? C'est la couche de valence, et cette couche où il y a les électrons qui interviennent dans la formation des liaisons chimiques. Maintenant, l'affinité électronique. L'affinité électronique, c'est quoi? C'est plus ou moins la grande facilité d'un élément à capter un ou plusieurs électrons. Donc, si un élément il a une facilité à capter facilement un électron, on dit qu'il a une grande affinité électronique. Alors, c'est quoi l'affinité électronique? C'est l'inverse. Faire attention à ça ici. C'est l'inverse négatif de la variation d'énergie. Cette énergie peut être soit absorbée ou bien dégagée,
qui se produit quand un atome à l'état gazeux capte un électron. Donc l'affinité l'affinité électronique, c'est lorsque un atome à l'état gazeux et à l'état fondamental capte un électron, il devient un anion, X-. Cette réaction chimique ou bien ce processus s'accompagne d'une variation d'énergie. Cette variation d'énergie, il peut être une positive ou bien négative. Si c'est une énergie absorbée, ça veut dire c'est une énergie qu'on a fournie à l'atome, donc c'est une énergie positive, c'est une réaction endothermique, ou une énergie dégagée. C'est lorsque c'est le système qui fournit, qui dégage l'énergie. C'est une énergie, c'est une réaction exothermique. Donc, l'affinité électronique, c'est quoi? C'est l'inverse négatif. Si cette réaction, cette variation d'énergie, quand on l'atome capte un électron et passe un ion, il dégage de l'énergie. Cette énergie, il est exothermique, il est négatif. Je dois donner un signe moins. C'est l'inverse négatif pour l'affinité électronique. Si cette énergie est absorbée par le système, ça veut dire que c'est une énergie positive que j'ai fournie au système. Pour l'affinité électronique, je dois donner l'inverse de cette énergie, donc je dois faire un signe négatif. Donc, pour bien visualiser ça, je vous donne ici l'exemple de l'atome de fluor. Lorsque l'atome de fluor capte un électron et devient un ion fluorure F-, cette réaction chimique est une réaction exothermique. Pourquoi? Parce qu'il y a libération de l'énergie. Et donc, réaction exothermique, cette variation d'énergie, c'est moins 328 kJ par mol. Alors, pour l'affinité électronique, je dois mettre un plus. Donc, pour l'affinité électronique, c'est plus 328 kJ par mol. Si cette variation était positive, pour l'affinité électronique, je dois mettre un signe moins. Donc, ça sera moins 328. Mais pour le fluor, lorsqu'il capte un électron, il devient un anion. Ce phénomène, ou bien cette variation d'énergie, c'est une énergie qui est dégagée par le système, c'est une énergie qui est négative, ça veut dire qu'il est perdu par le système. Et pour l'affinité électronique, on donne la valeur de plus, c'est plus 328. Pourquoi? Parce que l'affinité électronique, c'est l'inverse négatif de la variation d'énergie lorsque un atome capte un électron. On peut expliquer l'affinité électronique d'une autre manière. C'est l'énergie qu'il faut fournir pour enlever un électron à un ion négatif. C'est un petit peu comme l'énergie d'ionisation. C'est l'énergie. Si je prends un ion ou bien un anion fluorure F-, pour arracher un électron, je dois le fournir de l'énergie. Donc, pour fournir cette énergie, je dois fournir exactement une énergie de 328 kJ par mol. C'est une énergie qui est positive. Ça, c'est l'affinité électronique. Et j'obtiens l'atome plus un électron. Donc, c'est ça l'affinité électronique. C'est l'inverse négatif de la variation d'énergie qui accompagne lorsque un atome capte un électron. Dans le cas du fluor, lorsque le fluor capte un électron, la variation d'enthalpie ou bien la variation d'énergie de cette réaction, c'est moins 328 kJ par mol. Et pour l'affinité électronique, sera plus 328 kJ par mol. Alors, pour un atome donné, une valeur positive d'affinité électronique, comme dans le cas de fluor, signifie quoi? Signifie que son ion négatif est très stable. Donc, je reviens juste à l'exemple d'ici. Donc, ça, c'est le F-, l'ion fluorure. Quand j'essaie de lui arracher un électron, je dois fournir une énergie aussi importante. Puisque je dois fournir une énergie importante, ça veut dire que cet ion, ou bien cet anion, il est stable. Et donc, pour un atome donné, une valeur positive élevée d'affinité électronique signifie que son ion négatif, l'ion qui se forme, ou bien qui correspond à l'atome, est très, très stable. Par conséquent, cet atome a une grande tendance à accepter un électron. Ça veut dire qu'il a une grande affinité électronique. Donc, une valeur positive très élevée d'affinité électronique signifie que l'anion correspond à l'atome est très stable. Ici, vous avez la variation de l'affinité électronique
en fonction du numéro atomique Z. Et donc, cette variation, comme vous le voyez, dans une période, l'affinité électronique, si je passe du lithium au fluor, ou bien du sodium au chlore, l'affinité électronique, il augmente de gauche à droite dans le tableau périodique. Par contre, dans un groupe, l'affinité électronique, il varie très peu. Si je prends le groupe des halogènes qu'on voit clairement ici, le fluor, le chlore, ils sont au sommet, bord, ion. Ici, l'affinité électronique, elle varie très peu. Donc, l'affinité électronique, ici, dans l'axe des Y, en électronvolts, et ici, le numéro atomique Z. Donc, dans une période, l'affinité électronique, ou bien la facilité d'un atome à capter facilement un électron, augmente de gauche vers la droite des tableaux périodiques. Donc, si je passe de lithium dans la deuxième période de lithium au fluor, le fluor, il a une grande affinité électronique parce qu'il capte facilement un électron. Et on peut le comprendre aussi pourquoi il capte facilement un électron, parce que if moins, quand il capte un électron, il retrouve la configuration électronique d'un gaz rare. Et la configuration électronique d'un gaz rare, c'est une configuration qui est stable. Donc ici, la tendance à capter un électron augmente de gauche à droite dans une période, ce que je viens d'expliquer. Et si on regarde bien la figure, et on trouve que les métaux ont en général des affinités électroniques inférieures à celles des non-métaux. Si vous regardez les métaux, le sodium, le lithium, le potassium, ils ont une affinité électronique très faible par rapport aux non-métaux. Les non-métaux, c'est le fluor, le chlore, le carbone, ainsi de suite. Donc ça, ce que j'avais déjà dit, à l'intérieur d'un même groupe, l'affinité varie peu. Et c'est dans le groupe des halogènes qu'on trouve, vous voyez, ce sont les sommets dans la figure, que l'on trouve les affinités les plus grandes. Cette figure, vous l'avez aussi dans le tableau périodique. Ici, j'arrive à un exercice d'application. Je le laisse aussi dans la série de TD. Alors, vous avez à 2 heures, il est midi 4 minutes. Donc, je préfère qu'on rajoute 5 minutes. Comme ça, on termine avec ce chapitre, le premier chapitre, si vous le permettez. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. D'accord. Donc, je vais terminer parce que c'est la dernière notion à savoir, l'électronégativité. Et d'ailleurs, il y aura un exercice dans la première série de TD. Donc, même si je prends 5 minutes, ce n'est pas un problème parce que le prof qui va me suivre, M. Schwab, donc il vous attend juste après la fin de ma séance. Donc, si je prends 5 minutes de son temps, ce n'est pas grave. Donc, je me permets de faire ça. Donc, pour terminer cette partie. Alors, maintenant, l'électronégativité. On a dit que l'affinité électronique, c'est la facilité d'un atome à capter un électron. Quand je parle de l'électronégativité, il faut toujours penser à la liaison chimique. Donc, s'il n'y a pas une liaison chimique entre deux éléments, on ne parle pas de l'électronégativité. Donc, une électronégativité, je dois penser toujours à une liaison chimique. Et l'électronégativité, c'est quoi? C'est la tendance d'un élément à attirer le nuage électronique vers lui. L'élément le plus électronégatif, il attire le nuage électronique vers lui. Parce qu'une liaison chimique, c'est la formation, c'est le partage, dans le cas des liaisons covalentes. Chaque atome donne un électron, c'est le partage de 2 électrons. Et lorsque dans la liaison est déjà formée, l'élément le plus électronégatif, il essaie d'attirer le nuage électronique vers lui. C'est ça l'électronégativité, ou bien ce qu'on appelle aussi le caractère oxydant ou réducteur en chimie. Il y a 2 façons pour mesurer cette électronégativité. Et d'ailleurs, le dernier exercice de la série de TD, il parle que de ça. Donc, c'est une application directe de ce qu'on va voir ici. Comment je peux calculer l'électronégativité par l'échelle de Millikan? Donc, j'ai oublié de dire, ici, il y a 2 échelles, il y en a même plus, mais ici, j'ai montré 2 échelles pour mesurer l'électronégativité. Il y a l'échelle de Millikan et il y a l'échelle de Pauling. Dans l'échelle de Millikan, l'électronégativité, c'est quoi? C'est une moyenne arithmétique de l'énergie d'ionisation, de première ionisation et l'affinité électronique. Donc, l'électronégativité selon Millikan, son unité c'est électron-volt atome moins 1, c'est quoi? C'est 1,5, c'est la moyenne arithmétique de quoi? De l'énergie de première ionisation plus l'énergie de l'affinité électronique. Multiplié par ce facteur c'est uniquement pour avoir l'unité en électron-volt atome moins 1. Et là, on n'utilise pas toujours cette échelle. Pourquoi? Parce que l'affinité électronique,
c'est une mesure qui est très difficile à faire. Pourquoi? Parce que la plupart des anions sont instables. Il y a aussi l'échelle de Pauling. Pauling, il se base sur des mesures thermodynamiques. Et Pauling, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure la différence d'électronégativité entre deux atomes, A et B. Et il prend comme origine à son échelle, c'est l'électronégativité de fluor, qui est égale à 3,98. Donc, Pauling, il prend comme référence à son échelle l'électronégativité de fluor, qui est 3,98 électronvolts atome moins 1. Donc, pour mesurer une électronégativité d'un élément donné, je dois faire une différence entre deux éléments. Et je prends comme référence, par exemple, pour le A, je prends le fluor. Et je fais le calcul. C'est quoi cette différence entre électronégativité de deux atomes? C'est 0,102 multiplié par un racine delta. Et ce racine delta, c'est quoi? C'est le racine de quoi? C'est de l'énergie de liaison. Ça, c'est l'énergie de liaison AB. J'ai deux atomes AP. Je veux déterminer l'électronégativité d'un atome donné. Je prends comme référence le fluor qu'on a sa valeur. Et je dois utiliser des données thermodynamiques qui sont les énergies de liaison. Alors, le racine delta, c'est quoi? C'est en kilojoules mol moins 1 à la puissance 1,5. C'est la racine de l'énergie de liaison entre l'atome A et B, ou bien entre A et F si je prends le fluor comme référence, moins la racine de l'énergie de liaison entre A et A est multipliée par l'énergie de liaison entre B et B. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir cette différence en électronvolts atome moins 1 à la puissance 1,5, il faut prendre ce racine delta en kilojoules mol moins 1 à la puissance 1,5. Parce que le 0,102, ce facteur, il est fait pour avoir, donc il tient compte de la conversion qui est qu'un électronvolt atome moins 1 égale à 96,48 kJ mol moins 1. Donc si vous voulez cette unité en électronvolts atome moins 1 à la puissance 1,5, il faut prendre ce racine delta en kilojoules mol moins 1 à la puissance 1,5. Et donc si vous prenez comme origine l'échelle 3,99, 98, pardon. Donc, vous arrivez à calculer l'électronégativité d'un élément en appliquant directement ces équations. Donc, comme je l'avais dit, ça, c'est un exercice d'application. C'est le troisième exercice d'application de la série de TD. On va revoir, c'est une application directe de ces équations. Alors, je pense que... Non, ce n'est pas encore terminé, donc je résume ici. Dans le tableau périodique, l'électronégativité, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente de gauche à droite dans une période. Je passe dans une période de lithium au fluor, l'électronégativité augmente de gauche vers la droite. Et dans un groupe, il augmente du bas vers le haut des tableaux périodiques. Pour se souvenir, il faut savoir que le fluor est l'élément le plus électronégatif des tableaux périodiques. Le fluor, il se trouve en haut à droite des tableaux périodiques. Et donc, dans une période, l'électronégativité augmente de gauche vers la droite. Si je passe du lithium au fluor, ça augmente. Et aussi, je passe des bas vers le haut des tableaux périodiques, l'électronégativité augmente aussi. Les électrons de la liaison sont attirés par l'atome le plus électronégatif. Ça, je l'ai déjà expliqué. Les éléments les plus électronégatifs sont situés en haut à droite de la classification périodique. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fluor est l'élément le plus électronégatif. Et les éléments les moins électronégatifs en bas et à gauche des tableaux périodiques. Ou bien les éléments les plus électronégatifs, c'est vers le bas à gauche des tableaux périodiques. Donc, je pense que j'ai terminé cette séance de cours. Donc, voilà. Je vous laisse parce qu'il est midi 10 minutes. Donc, c'est le temps pour rejoindre le deuxième cours. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Et s'il y a des questions, très brièvement, vous pouvez la poser. Monsieur, Juste une seconde, comme ça j'arrête l'enregistrement. Voilà.